oui. Alors quelles vont être les 3 histoires du jour? Les mécaniques Eh ben, je vous le demande. vont-elles être satisfaisantes? Mais attendez, aujourd'hui, c'est la Satisfaisante. première fois Enfin, qu'on va serait faire d'horreur. une histoire bonus qui s'intitule l'histoire hashtagade de Julie. Hashtagade. Ça vous arnaquer. Non mais attendez, on a écrit un truc et tout, j'aime bien. Vroom vroom. Bonjour, il me faut de l'essence. Bonjour, Oh, moi wow. c'est Marc. Ok, moi c'est Jennifer. Vous voulez un conseil? Non, juste de l'essence. Vous n'êtes pas en sécurité. C'est quoi ça? Au purée de pommes de terre. Je suis dans un thread d'horreur, c'est ça? Non, pas du tout. Je parlais de votre ordinateur. Qu'est-ce qu'il a mon ordinateur? Il a besoin de NordVPN. Est-ce que ce serait pas une sponsor qu'il essayerait de nous faire passer? Sauf que vu qu'on est des connards, eh ben on passe la sponsor. Des threads d'horreur en couple qui prennent ça comme un prétexte pour se coller à leur amoureux ou amoureuse. Collez-vous, prenez-vous dans les bras, que de l'amour, ça me fait plaisir. On commence tout de Allez, suite avec venez la là. première histoire qui est celle de Alix. L'histoire se passe quand Alix avait encore 14 ans. Faut savoir qu'Alix est l'aîné de la famille. C'est mon âge. Je vais définitivement mourir ce soir. Et donc comme tous les aînés parmi vous, vous le savez, on vous a déjà demandé de garder le petit frère ou la petite sœur. Et ben à l'époque, Alix, on lui a demandé de garder ses 3 petits cousins. Ça fait beaucoup de responsabilités pour un ado de 14 ans. Sa tante et son oncle lui demandent Je de faire le trouve. babysitter parce qu'ils se rendent à un mariage. Ils vont donc passer la journée à plus d'1 heure de la maison et rentrer très tard. Mais alors où est donc cette maison? Elle est en Pennsylvanie. C'est une grande maison familiale qui est sur un flanc de montagne. En même temps, quand t'habites aux States, fallait s'y attendre. Hein. Des trucs d'horreur comme ça, je vais péter mon câble. C'est pas une expression. Au milieu de rien, vraiment de rien. Et la route En principale, même temps, c'est la les plus States proche, aussi. donc une route assez fréquemment empruntée, est à 1 km de la maison. Bon, en gros, vous l'aurez compris, on parle vraiment d'une maison bien isolée. Tu te retrouves pas proche de cette maison accidentellement, c'est pas possible. Bref, avant de partir, sa tante et son oncle lui laissent de l'argent pour commander des pizzas. Ils lui laissent aussi Combien d'argent? leur numéro de téléphone portable. Puis, qu'est-ce qui te dit que elle va pas sortir avec son... Bah, après, je vois, elle vit au milieu de rien, donc un peu chaud. À côté de la ligne fixe du téléphone de la maison, parce que oui, ça se passe au début des années 2000, donc Alix n'a absolument pas de portable et elle dit que même si elle en avait eu un, vu l'endroit où est la maison, elle aurait probablement pas eu de réseau du tout. Bref, il est 20h, le bébé de 1 an dort, l'enfant de 4 ans est posé devant la télévision dans le salon et à l'étage, Alix À 4 ans, elle regarde la télé. Bah, après, je dis ça, je faisais pareil. Il regardait quoi la télé, tiens? J'aimerais bien en savoir. train de jouer à Guitar Hero avec l'enfant de 8 ans. Alix, dans la pièce où elle est, en regardant à gauche, elle a une vue sur le salon dans lequel donc il y a l'enfant de 4 ans qui est posé devant la télé. Et en regardant à droite, il y a une fenêtre qui mène sur une allée. Quand on prend à droite cette allée, en arrivant devant la maison, il y a un abri à voiture qui est prévu pour pouvoir se garer là. Mais cette allée, elle continue aussi un peu plus loin et elle fait le tour, elle passe aussi derrière la maison. Sauf que personne ne vient jamais en voiture derrière la maison puisque ça sert à rien, étant donné qu'ils utilisent l'espace arrière comme cour de récré pour les enfants. Donc il y a plein de jouets qui traînent, il y a souvent des enfants dehors qui jouent. Bref, que ce soit l'oncle et la tante de Alix ou tous leurs amis, personne n'amène jamais sa voiture derrière la maison. Dans cette cour de récré, il y a... Alors, personnellement, je barricade tout. Il m'arrive ça, je suis en plein milieu de rien. Je ferme everything. Je ferme tout. Il n'y a aucune lumière que je laisse rentrer. À part dans la maison. Et je me barricade. Et je mets des planches comme Stranger Things. Il y a évidemment un garage, mais qui en réalité ne stocke aucune voiture, c'est plus l'atelier de l'oncle d'Alix dans lequel Il va y avoir des voitures partout. Je dis, il parle trop de voitures, il va y avoir des voitures partout. il bricole. Et dans ce garage, il y a une porte qui mène à l'intérieur de la maison. Maintenant que vous avez tout ça en tête, petite avance rapide. Il est plus 20h, il est 22h, il fait nuit noire. Il nous a fait un x2. Il est 20h. Ah bah maintenant il est 22h. Allez, c'est à se coucher. Alix est toujours avec son cousin en train de jouer à Guitar Hero. Et sur sa droite, il y a une lumière à travers la fenêtre qui attire son œil. Alix, elle pense dans un premier temps que sa tante et son oncle sont de retour plus tôt que prévu. Sauf qu'en tendant la tête, elle s'aperçoit que c'est pas du tout les phares du monospace de sa tante, mais que c'est les phares d'un énorme truck. Elle a donc jamais vu ce véhicule. Il est l'heure de courir. Après je vois le milieu de rien. Ah quand il s'est... Oh si c'était... J'ai plus les mots, je ne sais pas parler. Et en plus de ça, elle comprend que le véhicule n'est pas en train de se garer sous l'abri à voiture qui est devant la maison, mais il est en train de continuer son chemin dans l'allée pour arriver derrière la maison. Elle en déduit donc immédiatement que cette personne n'est pas une habituée des lieux et qu'elle est jamais venue ici. Alix descend dans le salon et elle prend immédiatement le téléphone de la ligne fixe pour appeler le 911, la police. Elle a même pas le temps d'avoir un opérateur au téléphone qu'elle entend la porte du garage être secouée violemment. Elle comprend donc vite la situation. Un inconnu essaie d'entrer dans la maison, dans laquelle il y a juste elle et ses 3 petits cousins dont elle doit s'occuper. Et là, soulagement pour Alix, elle a enfin un opérateur au téléphone. Opérateur qui va rapidement lui expliquer qu'il y aura personne sur place avant 30 minutes puisque la... Bah ouais bah.
Fallait s'y attendre un moment. La maison est complètement perdue au milieu d'une montagne. L'opératrice lui dit qu'elle va la garder en ligne pendant ce temps et elle lui demande aussi le numéro de sa tante pour la prévenir, pour qu'elle rentre plus tôt que prévu du mariage. Alix se retourne pour prendre le papier que sa tante lui a laissé, papier sur lequel il y a le numéro de téléphone de sa tante, et en se retournant, elle voit à travers une fenêtre un homme. Et cet homme, il est en train de lui sourire, comme si la situation l'amusait. Alix, elle est complètement terrorisée, et avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit à l'opérateur, il y a Jake, son petit cousin, qui regarde l'inconnu dehors en disant « Monsieur Jim ?» Jake il dit ça d'une voix confuse, comme s'il était ni content ni soulagé de voir Monsieur Jim. Et en voyant la réaction bizarre de Jake, Alix elle regarde l'inconnu et elle lui explique qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils sont déjà en route. L'inconnu regarde Alix droit dans les yeux, il fronce les sourcils et il prend quelques secondes à lui, comme pour réfléchir de ce qu'il allait faire. Et finalement, il recule et il disparaît dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, Alix voit les phares du camion se rallumer et elle le voit partir et descendre l'allée. En rentrant, l'oncle d'Alix était apparemment furieux contre ce monsieur Jim. Et la tante d'Alix, elle, semblait très en colère contre l'oncle d'Alix de pas avoir déjà réglé ses histoires avec monsieur Jim comme elle le lui avait déjà demandé. En fait, Alix, elle le savait pas à l'époque, elle a compris beaucoup plus tard, mais son oncle, il avait un problème d'addiction à une drogue, et ce monsieur Jim, c'était le dealer de son oncle. Et ce dealer, il avait apparemment pas été payé depuis un petit moment. Et il était donc venu pour foutre le bordel et faire pression sur Monsieur Jim pour qu'il le paye. Sauf que c'est pas sur Monsieur Jim qu'il est tombé, c'est sur Alix, 14 ans, qui s'occupe de 3 enfants, seul dans une maison isolée. Et en plus, ce dealer apparemment prenait du plaisir à terroriser une enfant. C'est terrible, j'aurais jamais assumé. Bilan de cette histoire, avant de faire du babysitting et de garder vos petits... Comme quoi, ne fumez pas, ne touchez pas à la drogue, c'est très dangereux. Même si... Et faites attention à votre entourage. Vous voyez quelqu'un avec une clope, vous prenez l'objet suspect et lancez le javelot avec parce que c'est pas bon. J'adore les plans où je me pose parce que ça donne des images comme ça. Et jamais vous verrez Squeezie comme ça. Bon, sur ce, on continue. Cousins, soyez au courant des histoires de vos oncles et tantes. Hein. Voilà, un mec qui vient toquer pour c'est ce que je embrouiller disais. l'oncle, sauf qu'il tombe sur toi. Voilà, c'est vite arrivé. Il est maintenant temps de passer à la deuxième histoire, celle de Coralie, qui n'a rien à voir. C'est une histoire qui s'est passée en 2017 Ça n'a rien à voir. quand Coralie avait 19 ans. À l'époque, elle vit dans l'une des nombreuses banlieues résidentielles de sa ville. Elle explique qu'à l'époque, elle est un peu naïve, elle considère qu'elle vit dans un endroit qui est hyper safe, qu'il est jamais rien arrivé de mal dans sa résidence, etc. Et du coup, elle fait des trucs qu'elle se permettrait plus de faire aujourd'hui. Alors, c'est pas du tout des trucs de ouf, hein, c'est juste sortir ou rentrer tard quand il fait nuit, seule. Oh la délinquante, oh là là, oh la délinquante. Elle rentre chez elle alors qu'il fait nuit et elle est toute seule. On sait comment ça va se finir. Cette année-là, il y a 3 trucs de bizarres qui lui sont arrivés. Cette année-là. Et le dernier de ces 3 trucs a J'arrête. radicalement changé son comportement. Un soir, Coralie, elle sort assez tard des cours et il est aux alentours de 22h. Elle prend le bus, elle descend à l'arrêt de bus le plus proche de Tu sors des cours à 22h? C'est quel pays pour faire ça? chez elle. Elle a étudié toute la journée, il est tard, elle est clairement fatiguée et pas très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Mais en se dirigeant vers son immeuble, elle remarque quand même qu'elle vient de passer à côté d'une personne accroupie dans le noir. Évidemment, ça l'a un SDF, peu tout fait bader, simplement. elle a pas pris le temps de s'arrêter, elle s'en fout, chacun sa merde. Et puis un peu plus tard, quand elle s'apprête à se coucher, elle entend des bruits de bagarre qui viennent de l'extérieur. Coraline, elle habite au 2e étage, donc elle se dirige vers sa fenêtre pour l'ouvrir et demander si tout va bien. Et le temps qu'elle l'ouvre, il y a plus un bruit à l'extérieur. Donc Coralie, elle va clairement pas descendre et aller dans la rue voir si tout va bien. Elle envoie juste un message au propriétaire de son appart pour le prévenir de ce qui vient de se passer, de ce qu'elle a entendu. Et puis elle va se coucher. Et là, il va rien se passer pendant plusieurs semaines. Mais un soir, il est tard, Coralie part de chez elle pour aller faire des courses avant que ça ferme. Et sur le retour du chemin des courses, en marchant vers son immeuble, elle voit de nouveau quelqu'un accroupi, cette fois près d'un buisson, près de son bâtiment. Et cette fois, cette personne accroupie, En fait, il faisait comme moi tout à l'heure, sur Fortnite. C'est peut-être lui qui m'a tué du coup. elle est face à Coralie et elle la regarde. Coralie, face à ça, elle sait pas trop quoi faire et elle fait naïvement un signe de main. Et la personne qui la regarde, elle, ne réagit absolument pas à ce signe de main. Coralie se dirige vers son bâtiment, elle passe à quelques mètres de cette personne et puis elle arrive à rentrer chez elle dans son appartement et tout va bien. En fait, dans ce genre de situation, c'est très compliqué de réaliser qu'il se passe un truc anormal et alarmant. T'es très souvent dans le méga déni. Tu continues à faire ta vie, tu fais comme si ça existait pas et là, c'est exactement ce que Coralie, elle fait. Elle envoie donc une nouvelle fois un message à son propriétaire pour lui dire « Hey, au fait, j'ai revu la personne que j'ai vue il y a... » Fais gaffe, il y a un campeur juste devant la porte.
Je préviens. 4 semaines qui était immobile accroupi et son propriétaire lui répond qu'il a reçu plusieurs messages d'autres locataires qui lui ont signalé la même chose. À partir de là, 3 mois passent sans qu'elle retombe sur cette personne. Jusqu'au 3e incident qui cette fois n'a pas laissé Coralie indifférente. Ce soir-là, merde. Coralie elle est chez elle avec son mec et ils viennent de s'embrouiller. Son mec est Ok. saoulé, il décide de rentrer chez lui et Coralie se voit mal le laisser Oh, rentrer chez bah lui non. seul. Comme il habite pas très loin, elle décide de le raccompagner chez lui à pied. Ah, et sur le voilà. chemin du retour, quand Coralie est seule, elle tombe une nouvelle fois sur cette fameuse silhouette qui est cette fois non pas accroupie dans un buisson, mais Oh, debout raté. sous le réverbère au milieu de la route. Sauf que là, Coralie, pour rentrer chez elle, elle doit vraiment passer à côté de lui et elle le sent pas du tout. Du coup, elle s'est cachée derrière un arbre en attendant qu'il dégage. Et là, les minutes passent, mais le mec ne bouge pas. Il reste là, debout au milieu de la route, à regarder au loin. Elle arrive pas du tout à comprendre ce qu'il veut parce que c'est incompréhensible, quelqu'un qui est immobile au milieu d'une route sous un lampadaire. Enfin, qu'est-ce qu'il fout quoi? Sauf qu'après 30 minutes à attendre derrière l'arbre, Coralie, elle a envie de rentrer chez elle. Et donc, elle se dit, bon, franchement, j'abuse. Franchement, j'abuse. Le mec, il est juste là debout à regarder des trucs, je m'en fous. Qu'est-ce que je raconte? Je suis parano. Elle se relève donc et elle se met à marcher vers son bâtiment en essayant d'avoir l'air le plus neutre possible. Elle s'approche doucement de cet inconnu et puis elle arrive à son niveau. Et en passant à côté de lui, elle a un vieux feeling. Elle se dit, je le sens pas, je vais courir maintenant. Et au moment où elle se met à courir, le mec derrière lui crie dessus. Coralie, elle court de toutes ses forces sur le gravier, et dans sa course, elle a l'impression d'entendre du gravier bouger derrière elle, comme si le mec lui courait après. Elle réussit à rentrer dans le bâtiment, à fermer la porte, et elle trace jusqu'au 2e étage, jusqu'à chez elle, et elle appelle immédiatement la police. Et d'ailleurs, elle appelle pas que la police, elle appelle aussi ses voisins dont elle a le numéro, des membres de sa famille, son mec, bref, tout le monde est au courant de ce qui vient de lui arriver. Les jours passent, Coralie ne sort plus quand il fait nuit, elle est quand même bien choquée de ce qui vient de lui arriver, et c'est normal, c'est choquant. Et puis elle a des news de son propriétaire. Il a pu se procurer les images de vidéosurveillance de l'incident survenu quelques jours avant, et malheureusement, Coralie n'a rien inventé. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit bel et bien l'inconnu courir après Coralie et se jeter dans un buisson juste après que Coralie ait réussi à rentrer dans son bâtiment. Et à partir de là, plus aucune nouvelle. Coralie n'a plus jamais revu cette personne. Elle a jamais su ce qu'il foutait accroupi dans des buissons ou debout au milieu de la route dans son quartier tard le soir. Elle sait juste qu'aucun voisin ne l'a jamais revu depuis cet incident et qu'elle désormais elle évite de sortir ou de rentrer quand il fait nuit. Quoi qu'il en soit, si vous voyez des gens rôder bizarres dans votre quartier, être immobile, être chelou, faites-vous confiance, ce n'est pas normal. Voilà, prenez soin de vous, la sécurité avant tout. Ça me fait D'ailleurs, je préviens, les enfants de moins du... on va dire mon âge, ne peuvent pas regarder les vidéos. Non, je préfère juste regarder derrière moi parce que on sait jamais. Tout a l'air safe. Tout a l'air safe. Strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. Oh. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. C'est grâce à ça que les youtubeurs comme ça, ils gagnent de l'argent. Bah ouais. Plateforme complète Bah de ouais. création par Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Josh. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Josh a Je me demande comment les gens font pour avoir ces prénoms-là. Quand t'arrives à la maternité, il se passe forcément un truc comme ça. Bonjour, j'aimerais appeler mon enfant Josh. Mais vous voulez le tuer? C'est quoi ce nom de con? Putain, appelez vos enfants normalement, quoi. Je sais pas, frère, appelle-le Arthur, je sais pas. T'es là, tu l'appelles Josh. à cette époque est chez lui avec son chien. Et avec le recul, à chaque fois qu'il repense à cette histoire, il se dit qu'est-ce que c'était que ce bordel? Ce jour-là, il est 23h, il fait nuit dehors. c'est quoi et Josh, ça il est posé devant sa télé avec son chien à côté de lui. Le genre de soirée qu'on adore. Et il entend une voiture devant sa maison couper son moteur. Josh prend pas la peine de se lever, il se dit que c'est probablement son voisin d'en face qui vient de rentrer du travail. Mais son chien n'est pas du même avis et lui, il décide d'aller voir par la fenêtre qui vient de couper le moteur de sa voiture. En allant voir par la fenêtre, le chien abîme un peu le store de Josh, ce qui force Josh à se lever et à aller auprès de sa fenêtre pour le remettre en place. Et en arrivant près de sa fenêtre, Josh, il voit qu'à l'extérieur, il y a bel et bien une voiture qui est garée devant chez lui. Il distingue pas trop de détails, mais il voit que le conducteur est encore assis dans la voiture. Et ça l'interpelle pas plus que ça, quoi. Les gens font leur vie, c'est un quartier, il y a du passage, bon, il s'en fout. Il se sert un petit verre d'eau et il retourne se poser devant la télé à regarder sa série. Et là, 15 minutes après qu'il ait réparé son store et vu la voiture garée devant chez lui, Josh, il entend quelqu'un tapoter à sa porte. Il précise, il entend pas toquer, il entend tapoter, c'est genre très léger. Josh met en pause sa série pour mieux entendre et son... T'as quelqu'un, il vient chez toi, il fait de la SMR devant tes parties comme ça. Un peu d'ASMR, ça fait toujours du bien.
chien, lui, va s'asseoir devant la porte d'entrée. Et c'est là qu'il entend tapoter cette fois non pas à la porte d'entrée, mais à sa fenêtre. Josh se lève, il va... Mais c'est juste un gars qui veut faire de la SMR. Laissez-le tranquille. Oh la dé. va écarter deux lamelles de son store pour voir qui est à la fenêtre. Et avant même qu'il ait le temps de distinguer le visage de cette personne, elle retourne tapoter à la porte d'entrée. Et cette fois, le tapotement, il va durer plusieurs dizaines de secondes. Et comme il attend pas de visite et que c'est pas du tout le genre de sa famille ou de ses amis de lui faire des surprises et de débarquer chez lui, il comprend que là, il se passe un truc bizarre. Du coup, il fait un move très malin. Il ouvre ni la fenêtre ni sa porte d'entrée. Il monte à l'étage de chez lui et il ouvre la fenêtre à l'étage. Il voit donc l'inconnu qui est en bas de chez lui et il lui dit bonjour. Vous voulez quoi? Et ce mec lui répond que c'est le livreur de la pizza, qu'il a sa margarita et qu'il lui doit 20 $. Et là, Josh, il se sent méga con. Et immédiatement, il se dit putain, mais en fait, le mec a tapoté parce qu'il est 23 h et il voulait pas faire trop de bruit pour les voisins, c'est tout. Par contre, Josh n'a pas commandé de pizza. Et il le fait savoir. Il dit au gars, mec, je suis désolé, mais j'ai pas commandé de pizza. Mais le livreur check son téléphone et lui dit, écoute, mec, je suis bel et bien à la bonne adresse. Je fais juste mon taf, descends et ouvre la porte. Sauf que même s'il fait sombre sur le palier de Josh, Josh voit bien que dans ses mains, il a rien, le mec. Et là, l'échange va durer un petit moment et Josh n'en démord pas. Il lui dit, frérot, je n'ai pas commandé de pizza, soit t'as la mauvaise adresse, soit tu t'inventes une vie et tu n'es pas livreur de pizza. Et là, malgré tout ce que Josh va pouvoir... Dans toutes les vies imaginables et possibles, tu t'imagines livreur de pizza. Frérot, je sais pas, dis t'es le médecin, tu lui demandes un rappel, frérot. Je sais pas. Dire à ce mec va pas arrêter de lui dire, allez, descends, ouvre-moi la porte, donne-moi ce que tu me dois et prends ta pizza. Allez, viens, viens. S'il te plaît. À tel point qu'au bout d'un moment, le voisin de Josh, celui qui habite en face, donc de l'autre côté de la voiture garée, sort de chez lui pour voir ce qui se passe parce qu'il entend du bruit depuis plusieurs minutes. Et en voyant ça, le livreur de pizza fantôme, immédiatement, retourne à la voiture, la démarre et se casse. Et c'est la fin de l'histoire de Josh. Encore un jour, Josh, il comprend pas ce qui s'est passé ce soir-là. Que voulait ce gars? Est-ce que le gars était peut-être dans une phase où il était complètement déséquilibré? Il pensait vraiment qu'il venait livrer une pizza? Est-ce qu'il avait une stratégie malsaine derrière? Il fait genre que c'est un livreur et en fait, il rentre chez toi et il fait... Sorry Twitch, c'est pas moi, c'est un faux. Et c'est une vidéo, c'est pas moi. Je sais pas quoi, Josh n'a aucune réponse, voilà, il raconte juste ça en mode les gars, il m'est arrivé ça, c'est quoi cette merde, merci, au revoir. Est-ce que c'est bon pour vous ce genre de rencontre? Ce genre d'interaction sociale avec... Est-ce que c'est bon pour vous? Zerberdi pour un vrai d'horreur. Ça fait longtemps on dirait. Pas tant que ça en fait, juste vous êtes addict les gars. Ça fait 30 secondes. La petite tâche qui intervient 10 secondes avant de tourner, bah on l'assume. Je suis un gros porc, ok? Vous connaissez le format, 3 histoires d'horreur vraies, mais qui finissent bien, rassurez-vous. À moins que t'es pâtissier. J'ai une tête de pâtissier. Vous êtes pas là pour qu'on discute vous et moi, vous êtes là pour que je bah, vous raconte ces histoires. Alors c'est parti. La première histoire, celle de Anne et de sa copine Nadia, se passe en 2007. Ça remonte à il y a pas mal d'années et à cette époque-là, Anne vient d'avoir 15 ans. Elle vit seule avec sa maman dans une... 2007, mais t'as quel âge aujourd'hui, Salette? Maison située dans un quartier plutôt tranquille. Mais la mère de Anne est toujours très vigilante et connaît un petit peu le danger du monde qui nous entoure. Et comme elle doit partir en déplacement professionnel pour plusieurs jours, elle demande à sa fille Anne de dormir chez sa copine Nadia jusqu'à son retour. Sachant que sa copine Nadia habite dans la maison juste en face de la sienne, donc c'est très proche. Et d'ailleurs Anne elle a un peu le seum quand sa mère elle lui dit d'aller dormir chez une copine à elle parce qu'elle a l'impression que sa mère lui fait pas confiance ou qu'elle est pas assez grande pour rester chez elle seule alors qu'elle a quand même 15 ans. Ah les petits complexes d'adolescent tu connais. Mais très bon flair la mère de Anne, très bon flair. Bref, on est le dernier et jour voilà du pourquoi il séjour faut de dormir Anne chez ses sa potes, copine les Nadia. frérots. Il est environ 23 h, tout se passe bien, les parents de Nadia leur ont commandé des pizzas et un peu plus tard, aux alentours de 22 h 30, les parents de Nadia décident d'aller chez des amis à eux qui habitent vraiment pas loin, à environ 10 minutes de route. Et donc Anne et Nadia se retrouvent seules pendant environ 1 heure dans la maison. Elles décident alors d'aller dans la chambre de Nadia, de découvrir le nouveau téléphone à clapper qu'a eu Anne pour son anniversaire et ça... God damn. Aujourd'hui, il y a des petits, ils sont en train de péter un câble parce qu'ils ont un iPhone 17. À l'époque, non. Je reformule, pardon. Les petits, ils ont pété un câble parce qu'ils ont pas eu leur iPhone XL Pro Max. À l'époque, t'avais un téléphone à clapper, tu pétais ton crâne. Pareil, quand j'ai eu mon premier téléphone, j'ai explosé. Croyez-moi, c'était stylé d'en avoir un à l'époque. Et puis rapidement, elles commencent à s'ennuyer puisqu'elles ont saigné la PS3, elles ont saigné la découverte du téléphone à clapper, et là elles se font chier. Mais elles ont une idée un peu drôle. Elles savent qu'il est trop tard pour qu'elles appellent un de leurs amis, mais elles savent aussi que la maman de Anne rentre le lendemain matin. Et que le premier truc qu'elle va faire en rentrant, c'est d'écouter la messagerie de leur téléphone fixe. Ah, 2007, hein, c'est une autre époque. Elles se mettent d'accord et leur plan, c'est de laisser un message vocal débile que la maman de Anne découvrirait en rentrant. Ça me fait un peu rire. Je trouve l'idée pas si nulle. Elles mauvaise idée. Le numéro du
téléphone fixe de la maison de Anne. Normalement, il faut qu'il y ait 5 sonneries avant de pouvoir laisser un message. Sauf Voilà, je suis juste un gros crado. 3 sonneries, il y a une voix qui dit une voix que Anne décrit comme appartenant à un homme d'environ 60 ans qui aurait fumé 3 paquets de cigarettes par jour les 40 dernières années de sa vie. Anne et Nadia restent bouche bée, elles comprennent pas, elles s'attendaient à tout sauf à ça. Et puis la voix au bout du fil dit « Vous n'auriez pas dû appeler ». Avant de raccrocher. Anne et Nadia sont en panique. Nadia, évidemment, elle demande à Anne si elle sait qui est... Sur tous les numéros qui ont pu tomber, elle tombe sur le seul voleur d'enfants. Frérot. J'ai pas dit que c'était un voleur d'enfants. Enfin, si, j'ai dit que c'était un voleur d'enfants, mais on sait pas. Au bout du fil, si c'est peut-être le nouveau copain de sa maman, son frère, son oncle. Et puis elles ont évidemment le réflexe de vérifier si elles ont bien appelé le bon numéro de téléphone. Alors elles sortent l'annuaire, elles vérifient, et non, c'est bien le numéro de fixe de Anne. Ce qui veut dire qu'il y a bien en ce moment même, à 23h passées, un homme dans la maison de Anne et qu'elle n'a aucune idée de qui ça peut être. Rassurez-vous, elles vont prendre la bonne décision, elles vont appeler immédiatement les parents de Nadia pour les prévenir, tout en courant partout dans la maison, à vérifier que toutes les portes sont bien verrouillées. Après 15 longues minutes d'attente, les parents de Nadia sont de retour, et 20 minutes plus tard, c'est la police qui arrive à son tour dans la maison de Nadia. Elles expliquent aux policiers ce qui vient de se passer, et les policiers décident évidemment d'aller enquêter dans la maison de Anne. Et en arrivant devant la maison, surprise, la porte d'entrée est grande ouverte, et il n'y a aucun signe d'effraction. Évidemment, ce soir-là, la mère de Anne est rentrée en précipitation, et les policiers ont eu beau chercher dans tout le quartier, dans le jardin, autour de la maison, dans la maison, ils n'ont rien trouvé. L'affaire a donc été classée sans suite, et Anne et sa maman, malgré leurs faibles moyens financiers à l'époque, ont déménagé rapidement après cette histoire, parce que Anne n'arrivait plus à dormir la nuit tellement ça la marquait. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là. Sauf que Anne, elle a des souvenirs d'un truc qui s'est passé ce jour-là à l'époque, dont elle n'a jamais parlé, ni à sa mère, ni aux policiers, ni à Nadia, sa copine. En fait, à l'époque, ce jour-là, dans l'après-midi, Anne, elle est partie de chez Nadia pour aller chez elle chercher un cahier de dessin qu'elle voulait montrer à Nadia. Elle arrive chez elle, la porte était verrouillée, elle a des verrouilles, elle rentre, et là, mauvais feeling. Il y a aucun signe d'effraction, aucun bruit, aucun objet qui n'est pas à sa place habituelle, mais elle a un mauvais feeling. Et elle a tellement un mauvais feeling qu'elle va pas dans sa chambre, elle préfère faire demi-tour, et elle part de chez elle, directement. Elle saurait pas expliquer pourquoi elle a fait ça ce jour-là, mais elle a vraiment pris peur de fou, et à tel point qu'en arrivant chez Nadia, elle avait honte de ce qu'elle venait de faire. Elle a quand même 15 ans, et elle se dit, putain, mais attends, je viens vraiment d'avoir peur parce que je suis seule chez moi, mais je suis qu'une merde. Sauf que non, son instinct avait totalement raison, et il y avait très certainement ce mec qui était déjà dans la maison. Cette image est Et c'est ça qui fait que cette histoire, elle l'a marquée, c'est qu'elle sait que ce jour-là, elle a failli être traumatisée bien plus fort en tombant sur un inconnu nez à nez seul chez elle, et elle est persuadée d'avoir bel et bien fermé la porte d'entrée à clé, et donc elle sait toujours pas comment ce mec a pu rentrer chez elle. Voilà, morale de l'histoire, ne fermez pas votre porte, ça ne sert à rien, les gens rentrent quand même. Ok, j'y vais. Ah ben non, mon chat il va pisser sur mon lit alors. Je vais peut-être éviter de le faire. Bon, on continue. Il reste combien de temps? Continuons sur cette lancée. Excusez-moi, je me suis accordé une pause parce que l'autre là, la deuxième, j'aime pas du tout. C'est l'histoire de Yone. Oui, c'est un prénom coréen. On est mort juste là, on va faire pipi sur... on va faire pipi culotte, comme disent... comme disent personne. Et c'est normal, ça se passe en Corée. À cette époque, Yone vit donc dans un complexe... Ça va. Ça se passe pas en France. Ça me va. D'appartement à Séoul. Elle est mère au foyer, elle a une jeune fille de 6 ans et Elle est son pas mari là. travaille toute la journée. Ce jour-là, elle revient des courses qu'elle a faites avec sa fille. En arrivant dans son immeuble, elle appelle l'ascenseur et quand les portes s'ouvrent, elle tombe sur un mec qui porte un imperméable jaune et une casquette vraiment dressée vers le bas. Et en plus de ça, l'homme C'est un baisse gigachel. même la tête, ce qui fait qu'elle ne peut absolument pas voir son visage. C'était pas qu'une histoire de style, c'était vraiment une envie d'être incognito. Elle rentre quand même dans l'ascenseur, mais elle a un instinct maternel et elle pousse sa fille à l'opposé de l'homme avec sa main. Elle appuie alors sur le numéro 12 puisqu'elle habite au 12e étage et elle se rend compte à ce moment-là que aucun autre numéro n'est allumé. Sauf que l'inconnu avec elle dans l'ascenseur n'est pas descendu au rez-de-chaussée. Elle décide alors de jeter discrètement des coups d'œil à l'inconnu et elle remarque qu'il tient quelque chose dans sa main enveloppé dans du papier journal. Yone comprend qu'elle est très probablement dans une situation très dangereuse et elle a un réflexe incroyable, elle prend son portable et elle fait... À tout hasard, pour ceux qui ont regardé McFly et Carlito, il n'y aurait pas du caca emballé dedans? Toute question, parce que pour ceux qui savent pas, dans la dernière vidéo de McFly et Carlito, ils ont reçu de la merde. Ils ouvraient des colis d'abonnés, ils ont reçu de la merde.
semblant d'appeler son mari Voilà. en faisant croire qu'il est à la maison, donc au 12e étage dans l'appartement. Sauf qu'en réalité, il est pas du tout à l'appartement, son mari, il est au travail. Elle dit quand même à haute voix qu'elle est dans l'ascenseur, qu'elle va pas tarder à arriver devant la porte d'entrée, et elle lui demande, fictivement, de venir lui ouvrir la porte et de l'aider à rentrer les courses dans l'appartement. Elle fait semblant de raccrocher, et quelques secondes plus tard, l'ascenseur arrive enfin au 12e étage. Elle attrape sa fille, elle descend de l'ascenseur, et elle marche aussi vite qu'elle peut vers la porte de son appartement. Elle fait donc semblant d'attendre que son mari lui ouvre la porte, et du coin de l'œil, elle voit l'inconnu s'arrêter, puis faire demi-tour et retourner vers l'ascenseur. Et elle commence à taper le code pour ouvrir sa porte d'entrée. Problème, quand elle appuie sur le premier chiffre, ça fait un bruit. Et ce bruit, l'inconnu l'entend. Aussitôt, il comprend que personne n'est là pour venir ouvrir à Yone, que depuis le début, elle a totalement feinté la pseudo-présence de son mari dans l'appartement. L'inconnu se retourne et se met à courir vers Yone. Yone tape les chiffres du code à toute vitesse, la porte se déverrouille, elle jette sa fille à l'intérieur et elle claque la porte derrière elle alors que l'inconnu est à seulement quelques centimètres de la porte. L'inconnu n'a pas eu le temps de glisser son pied ou son arme dans l'ouverture de la porte pour l'empêcher de se fermer. Immédiatement, Yone regarde à travers l'œil de la porte et elle voit l'homme s'éloigner et prendre de nouveau la direction de l'ascenseur. Le soir, Yone explique évidemment ce qui s'est passé à son mari et heureusement, elle ne croise pas de nouveau cet homme au kawaii jaune. Et c'est 5 mois plus tard qu'elle découvre ce à quoi elle a échappé ce jour-là grâce à sa feinte légendaire du mari qui soi-disant l'attendait dans son appart. Elle passe devant un kiosque et la couverture du journal attire tout de suite son attention puisque c'est une photo d'un homme qui a un kawaii jaune. Et cet homme, il a exactement la même carrure que l'homme à qui elle a échappé ce jour-là en rentrant chez elle et qui vient d'être arrêté par la police pour avoir tué plusieurs femmes, majoritairement des prostituées. Yone, ce jour-là, elle a eu un sens de l'observation de dingue et ça lui a sauvé la vie. Tout simplement. Je serais mort 300 fois à la place de Yone. Pour la simple et bonne raison que j'aurais été sur mon téléphone. J'aurais rien capté à ce gars à côté de moi. Il m'aurait truc. J'aurais fait comme Squeezie. Un max de protéines. Après, un gars avec un kawaii jaune, c'est assez chelou. 9 vitamines et un goût. Surtout si t'en étais. Avec Fullfil, vis ta vie à fond. Bon, si vous entendez un chien, c'est normal, c'est mon frère. Essayez plutôt vendre votre Ouais, je sais pas, il a des délires bizarres. Évitez de perdre votre temps avec des Décidé. Messieurs, dames, il est temps de passer à la Ah, y a troisième pas et de- dernière histoire. Je sais, ça Ouais. passe vite et vous êtes triste, mais il y aura d'autres traits d'horreur, vous en faites pas. D'ailleurs, je viens de mettre à jour la playlist traits d'horreur. Si vous êtes en manque, vous en avez Sacré forcément bouffe. raté 2 ou 3. Allez piocher là-dedans et devrez avoir votre bonheur. Bref, laissez-moi vous raconter Bref. l'histoire de Max et Thèse. Max et Thèse, ce sont deux filles qui ont la vingtaine et qui ont soif de road trip. Elles en font chaque année et cette année-là, elles ont décidé de American. partir de New York, de zigzaguer à travers tous les États-Unis et d'arriver 6 semaines plus tard à Los Angeles. Max et Thèse, elles sont jeunes, elles ont pas trop de moyens et pour C'est quoi ce nom, la thèse? C'est pas un truc en français, thèse. Une thèse. Frère. Là, j'ai appelé mon fils dictionnaire. économiser tu veux, une après, tonne d'argent, elles vont pas louer un énorme camping-car, elles vont tout simplement utiliser Énorme. la berline de la maman de Thèse, berline qui est assez grande et qu'elles vont aménager pour l'occasion, pour que chacun ait sa petite couchette. Cette année-là, Max et Thèse, elles ont dormi dans plein Cette d'endroits année-là. différents. Des parkings, des campings gratuits, des aires de repos. Elles expliquent que tout Autant être rare jusqu'au bout, hein, les campings gratuits. passé merveilleusement bien, elles se sont pas senties une seule seconde en danger jusqu'à la dernière semaine de leur voyage en Arizona. Cette nuit-là, c'est une nuit qui était pas très différente de toutes celles qu'elles ont traversées jusqu'à présent. La particularité, c'est que ce camping-là, la ville la plus proche était assez loin. Mais bon, c'était le cas d'autres campings auxquels elles étaient déjà allées, donc ça les a pas plus fait flipper que ça. En arrivant sur les lieux, elles sont pas seules, il y a un camping-car qui est garé, et plus loin, il y a deux voitures. Elles se garent assez proche du camping-car, et un homme en ouvre la porte. Thèse lui fait un signe de la main, elle est contente à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, sauf que l'homme reste immobile et la fixe. Elles comprennent tout de suite que c'est peut-être quelqu'un qui veut de l'intimité et qu'elles ont peut-être pas été cool à se garer aussi proche du camping-car. Elles roulent alors un peu plus loin sur la route et elles se garent sur un terrain plat, non loin des deux autres voitures. Elles boivent quelques bières, elles prennent des photos, elles vivent leur meilleure vie de meilleurs potes, et Thèse remarque au loin qu'un peu plus bas dans cette zone de camping, il y a un feu de camp. À la recherche de nouvelles rencontres, elle décide d'y aller. Autour du feu de camp, il y a deux hommes et c'est donc les deux propriétaires des voitures garées non loin de la voiture de Thèse et Max. Les deux hommes ont l'air sympas, ils sont eux aussi en train de discuter, du coup Max et Thèse s'assoient et commencent à discuter avec eux. Au fil de la discussion, Max et Thèse comprennent que l'un des deux est plutôt gêné. Et celui qui est gêné, et qui est d'ailleurs un peu plus vieux que l'autre, a l'air aussi d'avoir pris de la drogue. Mais il a pas l'air pour autant dangereux, au contraire, il a l'air très inoffensif et perché dans son monde. Du coup, elles vont essentiellement discuter avec le deuxième homme. Et ce deuxième homme, apparemment, c'est un ancien garde Afterman. forestier. Il est décontracté, chill, bon mood, et pendant plusieurs heures, ils vont chacun échanger au sujet de leur voyage, de leur famille, de leur vision de la vie, etc. Et puis cet homme commence à parler de l'ours.
Ouais, il leur dit que quelques heures plus tôt, il a aperçu un ours au loin qui faisait des tours autour de la zone de camping et en vrai c'est un truc plutôt fréquent parce qu'ils savent qu'il y a de la nourriture et donc des fois ils viennent gratter de la bouffe. Max et Thèse, elles badent un peu parce que souvent la nuit elles se lèvent pour aller aux toilettes et donc elles ont tout sauf envie de se faire agresser par un ours en pleine nuit. Et d'un ton très sérieux, il leur explique que si elles sortent de leur voiture au beau milieu de la nuit, c'est pas que d'un ours dont elles devraient s'inquiéter. Ah bon? Elles sont pas très sereines, elles regardent le deuxième homme, heureusement il est toujours en plein trip et parfaitement inoffensif. Et puis l'ancien garde forestier se lève et va vers la glacière pour se prendre une nouvelle bière. À ce stade, on est dans la forêt, il fait une nuit noire, et donc tout ce qui n'est pas très proche du feu de camp est plongé dans l'obscurité et n'est pas visible. Et c'est le cas de la glacière. Max et Tess regardent quand même en direction de vers là où il est parti, et après plusieurs secondes de noir, elle voit un point rouge apparaître. Le ranger est dans l'obscurité, à quelques mètres d'elle, et il vient apparemment de prendre une photo d'elle. Elle reste bouche bée parce que généralement avant de prendre des gens en photo, tu leur demandes. Et puis il vient se rasseoir avec elle près du feu, comme si c'était rien passé. Max et Thèse immédiatement ne sont pas du tout rassurées. Elles se lèvent, elles expliquent aux deux hommes qu'il est tard et qu'elles doivent y aller. Le vieil homme toujours dans son trip leur souhaite bonne nuit. L'ancien ranger, lui, les regarde avec un sourire aux lèvres et leur dit de faire attention, parce que là-bas, dans les bois, il y a plus que des ours. Immédiatement, elle se demande pourquoi il les a prises en photo. Surtout sans dire un mot, sans demander, sans rien, c'est super bizarre. Et Max se souvient qu'elle a vu un documentaire sur les tueurs en série et que certains d'entre eux parfois avertissent leurs victimes. Malgré l'obscurité, elle retrouve leur Pourquoi elle a pris une vieille? C'est pas... voiture, elle rentre à l'intérieur. Max démarre alors la voiture et allume les phares, prend la direction du chemin de terre qu'elles ont emprunté pour arriver au camping, et en regardant dans son rétroviseur, elle voit le ranger, debout sur le chemin de terre, marchant vers elle en souriant, avant de le voir disparaître dans l'obscurité à cause de la distance. Cette nuit-là, elles ont roulé 1h30 de plus que prévu, avant de trouver un endroit où se garer et de dormir dans la voiture. Et surtout, elles ont fait la première et dernière rencontre vraiment badante de leur périple, avec ce fameux ancien ranger qui apparemment leur voulait pas que du bien. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que avant ce switch, elles ont parlé avec lui pendant 2-3 heures et le mec était cool, bon délire, sympa, c'était chouette quoi. Elles ont réalisé d'un coup qu'elles étaient pas du tout en sécurité, alors qu'elles ont été très sereines pendant 2 heures avant ça quoi. Bref, c'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ces 3 histoires vous ont plu. Et je suis un peu deg parce que j'adorerais un jour faire un road trip, mais vraiment j'adorerais. Mais j'ai tellement peur mec de ce truc de mauvaise rencontre. C'est terrible. Eh ben, merci Squeezie. Bon, on s'est fait pipi dessus 2-3 fois. Vous connaissez pas la tradition parce que je l'ai fait qu'une fois. Je fais l'intro, mais à l'envers. Donc, je refais comme la dernière fois. C'est-à-dire, je roule à l'envers. Attendez. Ça, attends. Hop, hop. Oui, je me suis pété la gueule. Et alors? Bon, les frérots, la famille, tout ça, à demain. Demain. À plus. Pas dans le bus, du coup. Allez, bisous. Oh, waouh, waouh.